Bienvenue à toutes et à tous. Bon, c'est un président et un comité directeur et des administratifs, désolé de ne pas pu vous avoir à Deauville, ce que l'on aurait souhaité de tout cœur, puisque nous nous serions rencontrés physiquement. Malheureusement, on est obligé de vous imposer une assemblée virtuelle, ce qu'on va essayer de faire le mieux possible et essayer de nous pardonner un petit peu parce que ça n'est pas évident, mais on va s'y lancer. Donc, je voudrais que nous ayons une pensée très importante sur notre famille du football dans la mandature qui sont décédés. Et puis également dans le contexte actuel de ce virus si dévastateur, qui est le Covid-19, qui a fait encore, j'apprenais ça à la radio en venant ce matin à Lisieux, 450 morts encore cette nuit, hein, et tous ces grands malades. Je crois que là, il faut que nous ayons une pensée et que nous soyons solidaires et qu'on puisse éviter de tous penser à ces gens-là, hein, et à toutes ces familles. J'associe aussi vos familles, vos amis. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de nos départs, puisque dans ce comité directeur, on a eu des départs, des gens qui souhaitaient ne pas continuer l'aventure. Je pense au président André Loup du district de l'Orne, à Jean-Pierre Louise du district de la Manche, et j'aurais une petite pensée aussi à Jean Liberge qui a eu le courage de reprendre pendant 6 mois un district qui était bien malade. Membres du comité directeur qui nous quittent et qui ont souhaité passer à autre chose, et je les comprends car ils ont fait un boulot pendant de nombreuses années, 16 ans avec moi, Gilbert Leu, Alain Flamand, Éric Morman. Donc je les remercie vraiment du fond du cœur pour le travail effectué, qui n'était pas évident dans des commissions comme la commission des championnats à gérer, ce n'est pas évident. La commission de discipline qui a fait passer beaucoup de temps à Gilbert, et j'associe leur équipe. Remerciements à tous ceux qui œuvrent autour de la Ligue. D'abord à mes collègues du comité directeur, les administratifs, la directrice, toute l'équipe, j'associe toute l'équipe, je ne vais pas citer tout le monde, mais toute l'équipe qui a fait du bon travail pendant cette mandature. Je remercie les techniciens, l'équipe technique, l'équipe technique, l'équipe ETR, également la formation, tous ceux qui sont dans les commissions et qui font un travail considérable, parce que les commissions servent, je peux vous l'assurer, elles nous servent pour nous guider et pour bien gérer votre football. Donc merci à tous. Un bilan, je vous parlerai du bilan de la mandature. C'est un bilan qu'on peut considérer comme positif, même on peut le dire, on peut se faire plaisir avec notre équipe. Un bilan très discuté parfois. Alors nous avons attaqué ce bilan par la fusion, une fusion qui n'était pas évidente, puisque c'était deux sièges, une culture différente, et je pense qu'on a fait beaucoup de réunions, on a passé beaucoup de temps. J'associe mes collègues du comité directeur et les administratifs et tous pour arriver à faire une équipe, à faire une symbiose, pour faire une équipe solide. Et moi, je les en remercie aujourd'hui du travail qu'on a pu faire ensemble, hein, et qui a été important parce qu'il fallait déjà qu'on ait l'union entre nous. Et c'est important si on veut réussir. Un siège, ça c'est quelque chose qu'on avait programmé, hein, et on avait mis en place une équipe pour œuvrer, pour trouver éventuellement un siège au centre de la Normandie, car ça n'était plus possible de travailler sur Caen et sur Rouen. On passait 4 heures en voiture, ça coûtait des frais de fonctionnement plus importants. Donc, une équipe a été composée avec Yves Michel, Jean-Michel Kozilieski, Éric Morman, Jacques Guédon et Alain Colombier. Donc, cette équipe a bien travaillé. Il y avait beaucoup de clubs, beaucoup de villes qui
qui souhaitait récupérer la Ligue. C'est une chose importante pour nous et réconfortant. C'est que la Ligue a un crédit auprès des municipalités et ce groupe nous a proposé de venir à Lisieux. Et là, ça a été une chose importante, financièrement, à tous les niveaux, fonctionnellement et à tous les niveaux. Et dans la foulée, eh bien, nous avons mis en place le pôle espoir qui nous était imposé par la fédération. Donc, on peut considérer que c'est regroupé, et ça, c'est important pour bien travailler. Avec un nouveau directeur au pôle espoir, donc nous avons une équipe pour bien encadrer les jeunes et vous former des jeunes à vous, les clubs. Je vous remercierai d'avoir voté à l'époque à hauteur de 75% pour ce choix du site, Lisieux. Et donc, je crois que là, vous avez fait une bonne chose et vous nous avez facilité la tâche. Je remercierai aussi la ville de Lisieux, le maire de l'époque, l'agglomération, et aussi, je pense qu'on est parti pour avoir de très bonnes relations avec le maire actuel et François Aubé, puisqu'il est resté président de l'agglomération, donc tout est fait pour être dans le meilleur des mondes. Le budget, ben moi je ne vais pas vous détailler le budget, il y a un trésorier compétent en la personne de Jean-Luc Giffard, mais on peut faire un petit cocorico, c'est un bon budget, un budget positif, et dans le contexte actuel, ça n'est pas évident. Il faut savoir quand même que nous avons participé à vos frais de licence à hauteur de 50 €. Je remercie également les districts et globalement pour leur soutien, puisqu'ils ont participé également à 1,50 € et la fédération qu'on peut remercier à hauteur de 7 €. Et ça nous a coûté avec des engagements à moitié pour les seniors et gratuits pour les jeunes. Donc ce montant est de l'ordre de 295 000 €. Donc c'est une belle participation, mais c'était évident pour vous vu la conjoncture. Période de confinement très difficile. Ça, on a eu du mal et je peux vous assurer, là je vais parler en mon nom un peu seul, je ne l'ai pas très bien vécu, puisque malheureusement, il y a eu des clubs dans les calculs qui ont été faits, qui ont été frustrés, et malheureusement, ça a fait pas mal de dégâts et une division qui était bien inutile dans le contexte si défavorable et avec tous ces malades et ces mourants. Donc, il a fallu obéir, et c'est logique, à la Fédération française, on est sous tutelle, ne l'oublions pas, et la Fédération et les 13 présidents de ligue où Jean-Michel Kozilieski me représentait dans les réunions, il y en a eu énormément, beaucoup, et il a été décidé, après proposition de la Fédération, un calcul qui permettait de classer les équipes, puisqu'ils n'étaient pas pour une saison blanche. Donc là, on peut considérer avoir fait confiance, et les 13 ligues ont été solidaires, et donc on a fait confiance à la fédération. Alors bien sûr, il y a eu quelques frustrés, je le déplore, parce que c'est jamais évident. On préfère finir un championnat, on préfère jouer le jeu jusqu'au bout, mais malheureusement, le virus nous l'a empêché, et malheureusement, ce virus est encore là. Il va nous empêcher, on n'est pas parti pour une saison pleine, ça va être difficile, je l'espère, je le souhaite, pour vous, pour les seniors, les jeunes que je souhaite. Et là, sachez que le président de la fédération, dont j'excuse, et le président de la LFA sont très sensibles et se battent avec le ministère pour que vous puissiez, au niveau des écoles de football, repartir. Donc, on le souhaite de tout cœur, sachez-le. Donc, ce fléau n'est pas seulement dévastateur au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'équipe. Ça a divisé un peu les équipes. Je souhaite vraiment que l'on reparte pour faire cette belle Ligue de Normandie à qui on est très cher. Reprise des compétitions, je vous le disais, je l'espère le plus rapidement possible. On a le soutien, je peux vous l'assurer, de la Fédé qui se bat avec les ministères et tout. Donc tout est mis en œuvre pour pouvoir essayer de reprendre. Mais moi, ce qui m'inquiète, et ce que je souhaite qu'ils reprendraient prioritairement,
c'est les jeunes. Parce que là, on va les écœurer un peu du football et je vous comprends, la plupart des clubs, vous êtes désolés parce que, bon, bah, vous ne savez pas, puis les jeunes sont perdus aussi, on n'a pas de repères. Donc, on se bat pour ça, sachez-le, la fédération est derrière nous à ce niveau-là. Je voudrais remercier aussi les partenaires, parce que c'est important, on a quand même beaucoup de partenaires, on a un bon budget de partenariat, donc je les remercie, je ne vais pas les citer tous. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas les citer tous, parce qu'il y en a beaucoup, heureusement, hein, et c'est important pour la vie de la Ligue de football. Merci au Conseil régional qui nous soutient et qui nous a soutenus dans le cadre de cette venue à Lisieux. Donc merci au président et à toute son équipe de leur soutien. Et les soutiens de certains conseils départementaux qui nous soutiennent au travers de Lisieux, par exemple, le conseil du Calvados. Problème de l'arbitrage. Je voudrais qu'on en parle, puisqu'il y a eu quand même deux problèmes. Il y a eu une grève à un moment, et que les arbitres sachent qu'on les soutient. Sachez-le, et là, dans la mandature prochaine, il y aura des efforts de fait à ce niveau-là. Mais moi, je souhaiterais, vous, messieurs les présidents, que vous les souteniez, que vous les respectiez, les fassent respecter par vos joueurs. Parce que ce n'est pas évident d'être arbitre aujourd'hui. La preuve, vous savez, on augmente tous les ans de 100, mais on perd tous les ans une centaine d'arbitres. Et donc, ça nous pose problème. Je crois qu'il faut absolument les accueillir. Ils font partie de la famille du football. Donc, pour moi, c'est très, très, très important. Et mon équipe, parce qu'on est une équipe, ce n'est pas un président seul, c'est une équipe qui doit gagner. Le problème de l'arbitrage, dernièrement, là, il y a 2 jours, une note est partie. Alors, je voudrais m'en expliquer sur la péréquation. Je l'avais mis en place en Basse-Normandie il y a 16 ans. On était une des premières ligues à mettre la péréquation en place. La péréquation, c'est un forfait. La Ligue n'a jamais réaugmenté le forfait. En 4 ans de président et avec mes collègues du comité directeur, on n'a jamais réaugmenté le forfait. Et ceci dit, il faut que vous sachiez que l'argent qui est prélevé, la Ligue, elle sert de boîte aux lettres. Elle repaye les arbitres, les délégués, on est boîte aux lettres. Alors, s'il y a eu quelques augmentations qu'on va étudier, on va l'étudier. S'il y a eu quelques augmentations, elles sont dues, je pense, en partie au groupe A13. Alors, heureusement qu'on n'a pas mis de groupe A14. Hein. Groupe A13, et puis aussi le peu d'arbitres que nous avons au niveau de la R3. On n'arrive pas à pouvoir géographiquement positionner les arbitres plus près des rencontres. Donc, on leur fait faire un peu plus de kilomètres. Et ça, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et ça, c'est ce que je tiens vraiment à ce que l'on fasse ensemble. Donc, vous voyez, personnellement, je ne vais pas abuser de votre temps. On est fiers d'avoir une belle mandature, ce qui est important dans le contexte actuel et le contexte à venir qui ne va pas être évident. Donc, moi, ce que je demande, vraiment, du fond du cœur, c'est qu'avec vous, les clubs, on n'a pas de problème. Moi, je vous respecte. Je suis complètement proche de vous, vous le savez, ainsi que mes collègues. On sait les difficultés que vous avez, que vous rencontrez. Nous aussi, on les rencontre. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est que nous soyons tous ensemble des bénévoles. Vraiment des bénévoles du football normand. Et moi, maintenant, là, on a dit une liste unie pour demain. Eh bien, je souhaite que nous soyons tous unis dans l'intérêt du football normand et non pas dans notre intérêt à nous. Je vous remercie. Bonjour, donc quelques mots par rapport à l'organisation de cette Assemblée Générale donc virtuelle. Vous êtes devant vos écrans, donc vous avez effectivement bien reçu les liens. Vous avez donc eu un mail pour vous connecter. Vous avez également un mail, enfin, dans ce même mail, vous avez la possibilité d'accéder au vote.
Vous avez une permanence. Alors, le vote sera ouvert à partir de 10h30. Vous pouvez, dès à présent, si vous avez le moindre problème, nous contacter, soit par téléphone à la Ligue, on a les services qui sont présents, qui sont là pour vous répondre, soit par écrit. Il y a déjà quelques petites questions. On vous répond par écrit si c'est des problèmes techniques. Et si c'est des problèmes ou des questions qui ont trait à l'Assemblée générale et au déroulé et qui pourraient intéresser l'ensemble des internautes, elles seront débattues, bien évidemment, par les intervenants. Pour les questions qui sont liées à l'Assemblée générale, ce serait bien que vous nous disiez quel club, quelle personne pour le procès-verbal, qu'on puisse savoir qui nous pose la question. Et puis, enfin, il y a une question, pardon, pas de report possible de Francio. D'accord, donc non, il y a des questions, effectivement, on vous répondra donc en direct. Voilà, le PV de la saison dernière, de l'AG de la saison dernière, ainsi que le rapport moral, vous les avez lus, vous aurez la possibilité de voter dessus. Ce qui va vous être présenté pour que ce soit le plus concis possible aujourd'hui, c'est donc les comptes, les modifications réglementaires, et puis on passera ensuite aux élections. Je vais donc maintenant laisser la parole à M. Giffard. Merci. Bonjour madame, bonjour messieurs. Donc je vais vous présenter les comptes arrêtés au 30 juin 2020. On a une première année compliquée dans nos nouveaux locaux. Les économies, comment dire, ont été faites liées au regroupement des antennes, comme vous disiez le président tout à l'heure. Grâce à la fusion et au regroupement, comment dire, sur un seul site, nous avons pu avoir, comment dire, des économies. Le coût du siège social plus le pôle espoir, pour rappel, le coût des travaux a été de 4,5 millions et 2 millions d'autofinancement sur la vente des sièges et 2,5 millions d'emprunts au Crédit Agricole. Donc, on va revenir dessus légèrement. On a une nécessité imposée par le notaire de faire un vote authentique, c'est-à-dire qu'il faut que le notaire soit présent lors du vote. Et il faut que le vote soit présentiel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la présence de tout le monde. On aurait souhaité pouvoir le mettre ici dans cette AG, mais ce n'était pas possible puisque tout est nouveau au jour d'aujourd'hui avec ces votes, comment dire, et ces AG par Internet et par virtuel, donc ce n'est pas facile. Et ensuite, la crise sanitaire qui a été très compliquée, comme vous le disait le président. Les événements majeurs, la vente de camps sur l'exercice, 1 565 000 de vendus, avec une valeur nette comptable de 1,278, ce qui nous génère une plus-value de 287 000 euros. Le social, nous avons un contentieux, on a un problème de contentieux au niveau des prud'hommes, donc on l'a provisionné à hauteur de 120 KE. Le Covid, comme l'a dit le président tout à l'heure, on a eu l'arrêt des compétitions en mars 2020, la conséquence sur les championnats, les pertes pour les clubs au niveau des tournois, l'aide de la LFN et des districts via le fonds de solidarité à hauteur de 150 KE pour la Ligue de Normandie. Les districts ont aussi, comment dire, comme l'a dit le président, participé à hauteur d'1,50 € par licencié. On va arriver sur le bilan actif. Alors, au niveau du bilan actif, comme vous pouvez le lire, vous avez les IMO incorporels pour 7 159 €. Les incorporels, 17 000 €, c'est le terrain. Les bâtiments pour 2 millions. Les agencements pour 74 000. Les installations matériel outillage pour 50 000. Les installations générales, matériel de transport, etc. pour 1 119 825. Et
ce qu'on appelle des IMO en cours, c'est-à-dire ça concerne le pôle espoir, puisque lui n'était pas fini, donc on l'a mis en IMO en cours. Les parts sociales, les parts de district, le dépôt et cautionnement pour 61 000. Nous arrivons au total des actifs immobilisés pour 5 234 000 bruts, moins les dotations aux amortissements en cours, 1 029 000. On a donc une valeur nette de 4 205 000. Les stocks à hauteur de 40 333. Les créances, c'est le du club pour 319 000, auquel il y a une dépréciation de 40 000 euros. Les différents, autres créances pour 365 000 euros, dont la fédération pour 135 000 euros et les débiteurs divers pour l'IR2F pour 104 000 euros. C'est les postes principaux que je vous cite. Les divers placements, obligations pour 450 000 euros et les disponibles pour 1 424 000. C'est une somme qui est extrêmement importante, mais vous verrez qu'au passif du bilan, on a pratiquement un du fournisseur, entre autres, sur le siège social et sur le pôle espoir, qui sont du même ordre. Au niveau du bilan passif. Donc là, vous avez toutes les camemberts, qui vous permettent de voir les différents pourcentages disponibles, 28%, immobilisation financière 2%, les immobilisations corporelles et incorporelles pour 60%. Au niveau du passif du bilan, nous avons donc le fonds associatif qui est de 3 105 000 euros, des subventions d'investissement pour 225 000 euros, ce qui concerne le siège social, qui se divise en 195 000 et 30 000 de FAFA. Il faut savoir que nous avons eu de la mairie de Lisieux la vente du siège pour 1 euro symbolique. Simplement, il faut savoir que c'est par rapport aux collectivités locales, il n'est pas possible de céder pour une valeur de 1 euro. Il y a donc eu une estimation des domaines, et l'estimation des domaines sur le siège social a estimé que le montant était de 195 000 euros. Ce qui veut dire que j'ai un actif à 195 000 euros et une subvention, au passif, du même montant. Et j'amortis au fur et à mesure du temps la subvention au même rythme que l'amortissement. Ensuite, on a les autres provisions pour risque pour 92 000, c'est entre autres tout ce qui est prime d'ancienneté et compagnie. Les IFC, c'est les provisions pour pension, c'est l'indemnité de fin de carrière, provisionnée lorsque les gens partent en retraite. Et on a une provision pour pension pour 120 000 euros qui est le litige sur les prud'hommes à venir. C'est une provision. Il n'est pas évident que nous l'ayons à payer, mais la prudence veut qu'on dote en provision pour risque. Les emprunts, qui représentent 37 000 euros, les dépôts et cautionnements reçus, les emprunts fédération, 95 300 euros. Les avances au club reçues, 749 000 euros, et le montant des fournisseurs autres biens et services, 1,342, qui ont été payés, et ce qui concerne tous les fournisseurs d'investissement, Pôle Espoir et Siège. Après, nous avons donc les dettes créances sociales qui concernent le dû au niveau des caisses sociales et de prévoyance, et les comptes de régularisation pour 23 475 euros. Voilà pour le bilan actif et passif. Vous allez avoir aussi les camemberts qui vous permettent de voir que nos fonds propres représentent 51%. Donc, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on a une valeur patrimoniale de notre ligue qui représente, une fois, les subventions arrivées, à 3 465 000, ce qui est un beau chiffre. Ce qui veut dire que ça, c'est du cumul de résultats aussi bien, des ligues hautes et basses Normandie qui ont été cumulés au fur et à mesure du temps, ce qui nous permet d'avoir une valeur patrimoniale extrêmement intéressante et importante.
concernant le compte de résultat, le compte de résultat. Je vais vous donner les grandes variations. Au niveau des produits, on a une perte globale de 725 000 en total de produits d'exploitation. Globalement, il faut bien voir le fait que nous avions en juillet la Coupe du Monde, comment dire, au Havre, et la Coupe des régions en Croatie. Donc on a, comment dire, un budget, comment dire, qui a baissé, mais qui est lié, comment dire, à toutes ces compétitions, puisque les subventions avaient été versées sur l'exercice précédent. Donc, on a une perte de 725 000 en total des produits d'exploitation. Les pertes liées à l'arrêt des compétitions sont de 355 000 sur les licences, les démissions, les amendes. La diminution des subventions et partenariats est de 200 KE, entre autres, liées à ce que je vous disais à l'instant, les 167 000 qui sont liés à la Coupe du Monde féminine et 33 000 liés à la Coupe des régions UEFA. Les autres produits de gestion, il y a une démission de 100 KE, montant supérieur la saison passée, lié à la vente des billets de matchs internationaux, la Coupe du Monde au Havre, qui nous a, comment dire, cette année n'avait plus lieu, donc n'avait plus lieu d'être. La reprise des provisions pour risques et charges, il y a une diminution de 66 KE. Les produits exceptionnels, la vente de camps pour 1 565 000, la plus-value pour 287 000 et des reprises de provisions pour 328 000 €. C'est ce qu'on avait doté l'année dernière concernant les départs de salariés. Et cette année, on a donc eu les charges, donc on a fait une reprise de provision de ces montants-là. Les grandes variations concernant les charges. Les achats administratifs, diminution de 17 KE, liés principalement à la diminution du nombre de licenciés. Les services extérieurs, diminution de 232 KE. Location immobilière pour 25 000 €, diminution liée à la réunification des 2 antennes. Gain sur les locaux administratifs de Rouen et location temporaire des locaux de stockage. Contrat d'entretien, gain de 30 KE, lié à la réunification des antennes. Idem pour les assurances pour 24 KE. La billetterie, gain de 124 KE, lié à la Coupe du Monde 2019. Personnel extérieur, gain de 9 KE, s'explique par l'arrêt des compétitions en mars 2019 et le CTR qui était mis à la disposition de la fédération. Le transport, il y a une baisse de 13 KE liée au déménagement de Caen et de Rouen. Catalogue imprimé, gain de 10 KE. Publication non faite cette saison pour la Coupe du Monde 2019. Les déplacements et missions, 204 000 € de gains, 121 000 liés à l'arrêt des compétitions en mars et 83 liés à la Coupe du Monde et la Coupe des régions. Téléphonie, gain de 5 KE liés au regroupement des antennes. Autres charges de gestion, 102 KE, différence liée à la Coupe du Monde 2019. Dotation aux amortissements, augmentation de 50 KE liée aux amortissements sur le nouveau siège social. Les charges exceptionnelles, 1 279 VNC, c'est la valeur nette comptable qui génère la bonne vente, comment dire, de camp, puisqu'on a eu une plus-value de 287 KE. Oh, je suis plus administrateur. Putain. Donc, vous avez les camemberts concernant les charges. Donc, voilà. Ce qui veut dire qu'on maîtrise parfaitement bien nos charges à tous les niveaux, même s'il y a encore, bien évidemment, des économies à faire, et on verra ça dans le cadre du bilan prévisionnel. Ce que la LFN reverse. La Coupe de Normandie, on reverse 30 KE en maillot, dotation financière, finaliste vainqueur, demi-finaliste, petit poussé des distances. Foot normand, ballon, magazine, 30 KE. Foot scolaire, section sportive, 70 KE en équipement et dotation financière. Fonds de solidarité, les 1,50 € par licencié, ce qui représentait 152 000. Donc, ça veut dire que ce que l'on reverse au club, grosso modo, est de 280 000 €. Les subventions au district, 784 KE liées
à la baisse des licenciés, ce qui représente une baisse de 5%. Conclusion. Le budget de 6 466 000, dont 1 565 000 de vente de camps, avec un excédent de 110 KE, en grande partie, bien évidemment, dû à la plus-value de 287 000 €. Les 138 KE de remboursement d'emprunt seront effectifs en N+1. Nécessité de faire une AG authentique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut la présence du notaire. On peut le regretter de ne pas l'avoir su un tout petit peu avant, mais c'est un état de fait. On ne peut pas reprocher à un notaire de bien faire son travail. C'est pour éviter, comment dire, des litiges ultérieurs, et il faut, comment dire, pour avoir un acte hypothécaire, qu'il y ait un vote authentique en présence du notaire. Aucune augmentation, comme vous l'a dit le président, aucune augmentation dans le cadre de tarification que ce soit, et même une diminution des droits d'engagement sur les compétitions jeunes pour la saison prochaine. Voilà, Monsieur le Président, je vais vous passer une petite annotation. On a eu une question, et après je vous repose, je passerai la main, comment dire, au commissaire aux comptes. On a eu une question de poser concernant Oulgat. Nous avons, comment dire, ici à Lisieux, le siège social et le pôle espoir. Ce n'est pas un centre technique. Donc, ce qui veut dire que toutes les sélections, toutes les détections, toutes les choses extraordinaires qui seront faites seront toujours faites à Oulgat, bien évidemment. Voilà, je vous passe le commissaire aux comptes pour son rapport. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme les années précédentes, je vais à présent vous présenter nos rapports de commissariat aux comptes portant sur les comptes de la Ligue de football de Normandie. Je vous rappelle que ces rapports sont disponibles au siège de l'association. Donc voilà. Je vais commencer tout d'abord par le rapport sur les comptes annuels. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Ligue de football de Normandie relatif à l'exercice clos 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le comité de direction le 15 octobre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. En application des dispositions des articles R823.9 et R823.7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les éléments de ces comptes annuels pris isolément. Nous avons également procédé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'association. Nous pouvons également vous présenter un rapport sur les conventions dites réglementées en notre qualité de commissaire aux comptes. Il nous appartient de vous communiquer sur la base des informations qui nous ont été données les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R612.6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale en application des dispositions de l'article L612.5 du Code de commerce. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation d'Assemblée et je vous remercie de votre attention.
Donc, il faudra voter quand le vote sera ouvert, hein, donc sur l'affectation du résultat, comme vous l'avez dit, M. Coussin. Et maintenant, je redonne la parole à M. Giffard pour la présentation du budget. Donc là, vous avez, Kirsty, vous donnez juste à l'instant, comment dire, l'affectation du résultat. Et en fait, l'affectation du résultat, c'est pour le mettre dans le fonds de réserve. Donc, il faut voter pour, une fois que vous serez d'accord, bien évidemment, sur les comptes, l'affectation du résultat pour le mettre en fonds de réserve. Voilà exactement le terme. Je réponds tout de suite à une question qui a été posée concernant Oulgat. À Oulgat, comment dire, il y a des détections, il y a des sélections, il y a de l'IR2F, il y a tout un tas de choses. Et il y a surtout une chose, comment dire, qui a été signée, c'est une convention avec la région, comme quoi on s'engageait pendant un certain laps de temps qui doit être de l'ordre de 5 à 6 ans, qu'on irait toujours sur Oulgat faire les détections, les sélections et la formation. Globalement, comment dire, la région sur ce projet-là nous subventionne au niveau de la Ligue de l'ordre de 80 000 €. On s'est engagé sans souci dans la mesure où, de toute façon, on n'avait pas la place, on n'avait pas les locaux pour le faire et le pôle espoir est occupé. Donc, on peut arriver à faire quelques formations sur Lisieux, mais la plupart du temps, ça aura lieu sur Oulgat. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On a, comment dire, un coût de Oulgat qui est grosso modo le coût comment dire, de la subvention de la région. En sachant que nous, au niveau des formations sur les IR2F, les formations sont payantes. Donc, ça nous génère, comment dire, un amortissement du coût. Voilà pour Oulgat. On va revenir au niveau du budget. On est parti sur un nombre de licenciés de 100 000. À ce jour, à hier soir, on était pratiquement à 95 000 licenciés. Donc, on a fait un bilan prévisionnel avant l'arrêt des compétitions, avant le Covid. Et je pense qu'on est véritablement bien dans les clous, dans la mesure où on était à 95 000 hier soir, grosso modo. On va bien arriver à avoir 1000 licenciés jusqu'à la fin février pour arriver sur nos prévisions. Donc déjà, comment dire, c'est une prévision qui est proche de la réalité. Donc, au niveau, donc, on a fait des reprises de montants au prorata des licences au niveau des achats et des ventes. Au niveau des missions et réceptions, grâce à l'investissement fait sur le pôle restauration au pôle espoir, les commissions auront la possibilité, et on insistera lourdement pour qu'elle y aille, pour avoir justement ce gain. Il faut savoir qu'au pôle espoir, le coût d'un repas est de 6 €. Et nous, au jour d'aujourd'hui, on remboursait à hauteur de 11 €. Ce qui veut dire qu'on a une économie par repas de 5 €. Quand on sait que nous avons à ce jour aux alentours de 170 membres de commission, qu'ils se réunissent pour la commission de discipline toutes les semaines, on peut estimer, sans être trop optimiste, que l'économie sera de l'ordre de 15 à 20 000 € d'économie.
Au niveau du bilan prévisionnel, toujours, aucun frais d'engagement sur les commissions de jeunes. On s'en était engagé lors de la dernière assemblée. Point pas facile, la saison est incertaine. Quant à l'évolution de la crise sanitaire, cela va forcément avoir des conséquences financières positives, négatives. Mais malheureusement, il faut être positif dans le négatif et j'espère franchement qu'on arrivera à faire une compétition jusqu'au terme. Malgré le coût du pôle espoir, qui est de l'ordre de 120 000 €, nous équilibrons notre budget. Quand on regarde, notre résultat de cette année est à 110 000 €. Si on rajoute les 120 000 € de dotation pour litige avec les prud'hommes, si on rajoute les 150 000 € de fonds de solidarité avec les licences, on arrive à un montant de plus de 300 000 €. Donc on va pouvoir allègrement, je l'espère du moins, subvenir au coût du pôle espoir, qui pour la première année, c'est de l'ordre de 130 000 €, et l'année suivante, on vous le dira une fois que le pôle espoir sera rempli, puisque à l'heure actuelle, il n'est rempli qu'à moitié, puisqu'il n'y a qu'une seule session. L'année prochaine, les premières années passeront en deuxième année, et on aura à nouveau des premières années qui entreront. Donc, évidemment, on aura un coût sur l'année N+2 plus important, mais on amortira aussi, sur plus de gosses. Donc, on sera normalement, un tout petit peu plus fort, mais il faut savoir qu'un pôle espoir, malheureusement, ça coûte. Donc, voilà pour ça. Donc, vous avez tout le montant, vous avez les camemberts. Donc, la résultante, le but, c'est de continuer à faire des économies comme on le fait au jour d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile quand on n'a qu'une seule antenne que quand on en a deux. Et là, on s'attelle de plus en plus parce que sur la saison qui vient de s'écouler, ça a été à fond, déménagement, installation Lisieux, ça a été très chronophage, ça a été très énergivore. Là, maintenant qu'on est installé, qu'on va pouvoir enfin retravailler sur d'autres sujets, entre autres sur tout ce qui concerne les clubs, tout ce qui concerne les économies, et de façon à ce qu'on puisse rentrer dans les clous. On gère la Ligue de Normandie comme on gère son patrimoine personnel, en bon père de famille, et on espère que ça continuera comme ça. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai fini. Je vous repasse la main. Il y a des questions sur le budget. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, pardon. Très heureux de vous retrouver dans ces circonstances malheureusement un peu exceptionnelles. La présentation des textes que je vais vous faire maintenant, les textes sont peu nombreux, mais ils n'en sont pas moins importants. Et mon intervention sera divisée en deux parties. Une première partie qui ne sera pas soumise à votre vote, puisque les textes sont applicables sur décision du comité de direction, pour deux raisons. En application des dispositions de l'article 12.4 de nos statuts qui octroie le droit au comité de direction pour certains textes de légiférer sans passer par l'Assemblée générale, ce sont des textes de moins d'importance. Et puis, pour une autre raison, c'est que certaines modifications sont liées à la résorption des surnombres d'équipes dans certains groupes qu'on est obligé de concevoir à la suite de la pandémie qui a affecté toute la saison dernière. Les textes donc, qui ne sont pas soumis à vote, ça concerne l'annexe 9 des règlements généraux de la Ligue qui parle des dispositions applicables pour le classement et le forfait de partage des équipes. Alors là, c'est excessivement simple. Il s'agit, comme on a des groupes à 14 équipes cette année qui n'existaient pas auparavant, pour le forfait général, c'est d'appliquer au groupe à 14, qui est également appliqué au groupe à 12, à savoir qu'on
On a une opération différente selon que ce forfait intervient avant les 5 dernières journées de championnat ou dans les 5 dernières journées de championnat. La même chose pour le départage des clubs appartenant à des groupes différents. On a aligné des groupes à 14 sur des groupes à 12, à savoir qu'on applique un mini-championnat en cas d'égalité, en cas de recherche d'une équipe accédante ou rétrogradant. On applique un mini-championnat sur 5 équipes seulement. Donc, c'est des modifications tout à fait logiques. L'autre modification qui est directement liée, comme je vous le disais, aux modifications spécifiques du championnat pour l'actuelle saison 2020-2021, ça concerne la résorption des excédents de nos compétitions. Lorsqu'on était amené à faire des championnats à groupe de 14, mais à 13 équipes, ça veut dire que nous aurons forcément nos relégations affectées d'une descente supplémentaire. Alors ça concerne les seniors, les U18 et les U15, et nous avons créé, si vous l'avez vu dans nos textes, un article spécifique, 6 bis, qui ne sera applicable que pour la saison et qui, en fin de saison, sera bien sûr supprimé pour retrouver les règlements applicables d'une manière classique. L'autre modification concerne les seniors féminines, puisque compte tenu de l'obligation de concevoir 2 groupes de 6 équipes, nous sommes obligés d'imaginer un championnat particulier qui va se conclure par des play-offs pour désigner les 2 équipes qui vont accéder au championnat interrégional pour l'accession en D2 féminine. Nous en arrivons maintenant au texte qui nécessite vos suffrages. Ça concerne l'annexe 7 sur l'engagement d'équipes de jeunes et d'équipes féminines. Et ce sont les obligations des clubs. Là, il y a une disposition qui vient d'être ajoutée et qui va à l'avantage des clubs. On sait que les clubs, selon leur niveau, ont des obligations d'engagement d'équipes féminines. Et comme il est toujours difficile aujourd'hui encore d'avoir une équipe féminine dans chaque club, on a ajouté la possibilité de prendre en compte les équipes futsal féminines de U9F à U18F ayant participé à 5 plateaux. Donc, encore une fois, c'est un élargissement des équipes pouvant répondre aux obligations des clubs. Annexe 8, statut régional des éducateurs. Là également, il y a eu un gros travail fait par le groupe de travail pour essayer toujours d'orienter les obligations vers les clubs pour les alléger et permettre à terme que tous les clubs répondent aux obligations qui leur sont imposées. L'article 5 qui traite des dérogations en matière d'obligations d'éducateurs. Avant, il fallait demander l'utilisation, lorsqu'on utilisait l'éducateur ayant accédé à une division, il fallait demander l'autorisation de le maintenir en place, même s'il n'y avait pas le niveau voulu. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de demander cette obligation. Elle sera accordée d'office. L'éducateur, bien sûr, devra quand même s'engager à suivre le diplôme requis pour encadrer l'équipe au niveau auquel elle vient d'accéder. Donc ça, c'est un premier assouplissement. Toujours dans les dérogations, on a élargi la dérogation applicable au club du championnat régional 3. Autrement dit, de manière générale, on accorde une année à l'éducateur diplômé de CFF1, voire même sans diplôme, en charge de l'équipe accédante, à charge bien sûr de souscrire un engagement visant à se former. Et même cette dérogation peut être prolongée exceptionnellement d'une saison. Autre disposition qui va toujours dans le sens de l'intérêt des clubs, c'est l'adjonction de la possibilité de désigner 2 éducateurs dans les championnats autres que ceux de premier niveau. Alors ça concerne tout de suite les championnats seniors régional 3, les U18 R2 et R3, les U16 R2, les U15 R2, les U18F et les U16F. Ça permet d'utiliser sur le banc un 2e éducateur sans qu'il ait besoin de demander l'autorisation à la commission régionale du statut des éducateurs.
Auparavant, lorsque votre éducateur en titre n'était pas présent, il fallait demander l'autorisation de la commission. En désignant 2 éducateurs, bien sûr, qui ont le diplôme requis, ça permet d'éviter de demander l'accord de la commission et vous serez automatiquement considéré comme en règle avec le statut. Autre modification également, traitement de l'absence de l'éducateur, de désignation de l'éducateur à la veille du premier match de championnat. Là, ça concerne les championnats R3 et les championnats senior F régional 1 uniquement. Au-dessus des R3, c'est la fédération, c'est le statut fédéral qui s'applique, c'est pour ça qu'on ne traite pas. Eh bien, il y aura application, comme c'est prévu, d'une amende prévue à l'annexe 5 des dispositions financières. C'est une rédaction nouvelle sans qu'il y ait vraiment un changement essentiel. La dernière modification qui concerne l'annexe 8 au règlement généraux de l'AFN, c'est le traitement différencié des situations d'irrégularité. Avant, on confondait l'irrégularité d'un club qui se fasse en début de saison ou en cours de saison. Aujourd'hui, on a clarifié le texte en traitant d'abord de l'irrégularité en début de saison, bien sûr, qui sera sanctionné du retrait de 1 point dès le premier match, mais avec un délai de 30 jours à compter du premier match pour régulariser, et bien sûr, qui permettra d'effacer le retrait de 2 points. En cours de saison, le retrait de 1 point interviendra après 4 matchs en situation irrégulière, mais sans que le nombre de points retirés excède la moitié du nombre de matchs du championnat concerné. Vous avez un match à 12 équipes, ça fait 22 matchs, vous ne pourrez pas avoir, si vraiment vous persistez, le club persiste à être en irrégularité, on ne pourra pas avoir moins de 11 points, plus de 11 points de retirés. Voilà pour l'annexe 8 qui a subi quand même pas mal de modifications, encore une fois, qui sont dans l'intérêt des clubs. Le statut régional de l'arbitrage. La première modification concerne une clarification. On confondait jusqu'à présent dans le statut de l'arbitrage les jeunes arbitres et les arbitres stagiaires. Ça posait des questions, les clubs ont posé des questions. On a donc complètement distingué les arbitres et les jeunes arbitres pour lesquels les obligations sont inchangées. Et en ce qui concerne les arbitres stagiaires, on a distingué la date à laquelle l'arbitre stagiaire aura été reçu à son examen théorique. Si c'est avant le premier match, il devra effectuer au minimum 15 matchs dans la saison. Si c'est après le 1er janvier, donc puisqu'il y a normalement un examen d'arbitre en janvier, il ne devra effectuer que 8 matchs. Bien entendu, que ce soit pour les 15 matchs ou les 8 matchs, dans chaque cas, il faudra au moins 3 matchs en avril et en mai. Enfin, pour le statut régional de l'arbitrage, l'article 34 qui traite du nombre minimum exigé de rencontres, les obligations pour les arbitres futsal n'étaient pas indiquées. Par défaut, on avait tendance à penser qu'ils devaient couvrir au moins 20 matchs dans la saison. Et là, la commission a statué pour proposer qu'un arbitre futsal devra effectuer 15 matchs dans la saison pour couvrir son club. Enfin, une dernière modification qui fait suite à un dossier qu'on a traité dans la saison passée et qui concerne la définition des dates limites d'information des clubs. On indiquait auparavant dans nos textes que des publications devaient avoir lieu avant le 30 septembre ou avant le 30 août, selon le type de publication que la commission devait proposer au club. Pour éviter un doute sur l'échéance précise qu'il fallait respecter, on a changé le texte en disant la commission doit informer les clubs pour le 30 septembre, c'est-à-dire jusqu'à minuit, ou pour le 30 août également jusqu'à minuit. C'était une précision, encore une fois, qui nous est apparue opportun d'apporter. Si vous avez des questions particulières à formuler, ou maintenant, ou un peu plus tard, mais de toutes les manières, nous y apporterons une réponse dès que possible. Merci de votre attention.
allons clore maintenant l'Assemblée générale ordinaire. J'ai oublié de vous dire en introduction que tout ce qui se passe là aujourd'hui en direct, à la fin de cette présentation, on a une petite heure à peu près pour compresser le fichier et il sera de nouveau visible sur Internet, sur le site de la Ligue. Donc là maintenant, je donne la parole à M. Dutheil, le président de la commission régionale de surveillance des opérations électorales, pour pouvoir passer, passer au vote. Le vote, ils vont pouvoir voter jusqu'à 15 h, mais en tout cas ouvrir l'AG élective. Bonjour à tous. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. J'aurais préféré vous inviter à prendre votre boîtier pour voter, mais il est ainsi. Donc, la commission de surveillance des opérations électorales s'est réunie pour vérifier les 2 listes candidates. Candidature reçue dans les délais. Après délibération, la liste unie pour demain a été retenue. La liste pour les clubs, par les clubs, n'a pas été retenue. Un candidat ne remplissait pas les conditions requises. En conséquence, je vous invite à procéder au vote et à voter massivement. Merci de votre attention. Donc, rebonjour. Donc, je reviens une nouvelle fois, mais là, je suis chronométré. J'ai peu de temps, puisque j'ai 4 minutes à vous présenter la liste. Bon, je ne vais pas détailler tout le monde, si ce n'est qu'il y a votre serviteur, la présidente déléguée, qui est Jean-Michel Kozilieski, et puis toute une équipe d'expérience. Parce qu'à l'heure actuelle, quand vous gérez une ligue, il faut quand même beaucoup de gens d'expérience, avec tous ces règlements que nous avons et toutes ces difficultés à pouvoir les mettre en place. Donc, je vous parlerai surtout des nouveaux. Alors, les nouveaux, eh bien, il y en a 5. Il y a le président, c'est des présidents de clubs. Je retrouve ma feuille parce que là... Alors, Sauveur Cucurulo nous a rejoint parce que justement, c'est un homme d'expérience, de compétences, et c'était important de le retrouver sur la liste. Toute l'équipe de formation technique que vous connaissez, l'arbitrage, puisque nous devons avoir un arbitre, un médecin, le docteur Desmond, et sur les nouveaux, Pascal Evin, féminine, qui est membre de la Commission fédérale des incivilités. Je reprenne ma feuille maintenant. Patrick Bayard. Alors, les nouveaux, c'est des présidents de clubs. On tenait absolument à avoir dans notre équipe beaucoup de présidents de clubs, parce que ce sont quand même eux qui sont sur le terrain et ils siégeront également à la Ligue, au comité directeur de Ligue. Donc, il est président de Mortagne. Loïc Beauchamp, président du club de Saint-Nicolas d'Aliermont, Seine-Maritime. Frédéric Gressant, président de l'AS Angerville, pardon, et j'ai tenu à ce que nous l'ayons sur notre liste. Et ça, c'est pour reconnaître les clubs en milieu rural et les clubs de district. C'est un président de district de 2e division. Philippe Legal, qui est président du club de Sotteville Seine-Maritime, et 4 nouveaux présidents de district. Sébastien Gourdel, Orne, Marc Routier, Eure, Romain Ferré, Seine-Maritime, Vincent Dubourg, La Manche, ainsi que M. Voisin, qui lui a été réélu président du district à 80% dans le Calvados. Donc la liste unie pour demain est vraiment homogène et diversifiée. J'ai tenu également à ce que, avec mes collègues, parce que je tiens à travailler en équipe, que Gilbert Guérin, qui est le représentant des clubs au niveau national, National 1, National 2, National 3, soit coopté pour être présent au comité directeur à titre consultatif. Donc, vous voyez qu'on tient absolument à l'écoute des clubs, avec des clubs. Sachez que après l'élection,
si elle est favorable, nous serons dans les secteurs au niveau des 5 départements. Nous ferons des réunions qui sont impératifs où on parlera de notre plan d'action plus en détail que vous avez eu par programme. Et également, nous échangerons avec ces représentants qui seront géographiquement positionnés sur toute la Normandie. Donc, vous aurez des gens à l'écoute et qui sont vos collègues. Et ça, c'est important. Échanger sur la future mandature et également, alors, je dois dire qu'on va faciliter les choses sur les commissions disciplinaires. Je regarde pour le chrono, on me le dira. Sur les commissions disciplinaires, les clubs auront la possibilité de les faire en visioconférence. On demandera à nos collègues présidents des commissions de discipline d'appel d'être favorables, et s'il n'y aura aucune raison là-dessus, c'est normal, pour éviter ces kilomètres. Je dois dire que la Ligue avait déjà été précurseur, puisque les salariés, on avait mis en place le télétravail bien avant le Covid, bien entendu, mais bien avant les autres ligues. Donc, vous voyez qu'on est quand même prêt, on est évolutif et on va dans le progrès, et pour surtout vous faciliter la tâche. Donc, je dois dire, parce que je regarde le temps qui m'est imparti, que cette liste unie pour demain, elle sera vraiment, vraiment proche de vous, et on sera à votre écoute, et on travaillera en commun et en équipe. C'est important, c'est ce que je souhaite, avec les 5 districts. Et comme cela, je pense que la Ligue de Normandie sera une belle ligue et qu'il le montrera au niveau de l'extérieur, c'est important. Et puis aussi d'être respectueux, parce que je crois que c'est la qualité qu'on demande à un président de club, c'est d'être respectueux. Voilà, je vous remercie, puisque j'ai plus de temps, et bon courage, et merci encore pour votre bénévolat. Donc voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'aller voter sur l'ensemble des dispositions. Il y a également les élections de la délégation de la Ligue de Normandie aux assemblées fédérales. Donc, vous allez devoir voter également sur le délégué titulaire et le délégué suppléant, donc le président de la liste, en l'occurrence, le président délégué de la liste également, M. Kozieski, avec son délégué suppléant. Vous allez avoir les votes, donc chaque vote par rapport aux présidents de district, qui font également partie de cette délégation. Donc vous votez pour le titulaire et le suppléant sur le même vote, mais il faut faire un vote à chaque différent président de district. Il y a également une délégation pour les représentants des clubs nationaux seniors. Donc, Monsieur Le Resteux vous en a parlé tout à l'heure, c'est Gilbert Guérin et son suppléant Frédéric Perrault. Vous avez ensuite la délégation pour les représentants des clubs amateurs. On en a un par tranche de 50 000 licenciés. Donc, pour nous, c'est Monsieur Jean-Luc Giffard et son suppléant Monsieur Sauveur Cucurulo. Vous avez également Marine Allais et Christophe Lécuyer. Donc nous en avons 2 pour la Ligue de Normandie. Le représentant du football diversifié, nous avons Thierry Grieux en titulaire et Antoine Le Chevalier en suppléant. Donc respectivement, quelqu'un qui gère du futsal et Monsieur Le Chevalier sur le football entreprise. Voilà, donc maintenant, encore une fois, vous avez jusqu'à 15 h. On a reçu pas mal de questions. On va répondre aux différentes questions. Monsieur Farsi, vous avez... Les votes commencent à 10h30. Oui, je rappelle que les votes sont ouverts à 10h30. Donc à partir de 10h30, vous allez pouvoir voter sur l'ensemble de ces résolutions jusqu'à 15 h. Vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des problèmes de connexion. Pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, nous, à notre échelle, la société Hypericlès qui a géré un petit peu tout ça avec nous, également si le problème est plus complexe. Voilà, et puis encore une fois, cette vidéo sera en lien sur le site internet de la Ligue d'ici une petite heure environ.
Pour rappel également, donc le vote est clos à 15 h. Après 15 h, vous ne pourrez plus voter. Et nous vous donnons rendez-vous sur le site de la Ligue pour vous promulguer les résultats à 18 h. Voilà, donc on reviendra vers vous à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, écoutez, je pense que pour les questions, on va répondre. Là, on est en train de répondre sur les différentes questions. Et puis, vous allez pouvoir voir les questions des uns et des autres et les réponses qui seront apportées. On m'a demandé de réexpliquer la procédure de vote. Donc, vous avez tous reçu un mail dans lequel vous aviez le lien pour le webinaire actuel et puis également un lien avec un mot de passe, enfin, voilà, pour ouvrir la procédure de vote. Tout a bien été expliqué dans le mail. Vous cliquez pour arriver sur le logiciel de vote et ensuite vous avez les différentes résolutions qui vont apparaître avec vote 1, vote 2, vote 3. Vous avez sur chacun des votes pour, contre, abstention. Il faut savoir qu'une fois que vous avez voté sur une des résolutions, vous cliquez sur suivant et derrière, vous ne pourrez plus revenir sur le vote qui aura été effectué. Voilà, donc encore une fois, nous sommes à votre disposition, que ce soit par téléphone ou via les questions que vous allez pouvoir poser par écrit, également à la société Hypericlès. On est là pour vous aider si vous avez le moindre problème. Merci et bon vote.